L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ce 9 juillet, lorsque le président américain recevait ses homologues africains à la Maison-Blanche, il y a eu un échange curieux entre lui et le président libérien. Le président américain s'étonnait de voir son homologue libérien parler correctement anglais. Et il lui demande, mais où avez-vous appris à parler si bien anglais? Et l'autre lui répond, monsieur, le Libéria est un pays anglophone. C'est la première république, d'ailleurs, du continent fondé en 1822. La langue officielle, c'est l'anglais. C'est au Libéria que j'ai appris à parler l'anglais. Alors, moi, je reviens sur ce détail, parce que ça peut être important. Ça dit quelque chose quand même du rapport que les chefs d'État occidentaux ont aux Africains en général et aux chefs d'État africains. Qu'est-ce que ça vous inspire, un tel échange? Bon, alors, moi, ce que je peux dire sur cet échange, à première vue, on peut immédiatement penser que le président américain a certainement une ignorance de ce qu'est le Libéria, du fait que c'est un pays qui a été fondé, comme on le sait, par des anciens esclaves affranchis, affranchis qui sont arrivés en Afrique et qui ont donc créé cette république. Et donc, puisque c'est des esclaves africains provenant des États-Unis, nécessairement, ils parlaient anglais. Oui. Ils parlaient anglais. Et donc, le Libéria est un pays, comme vous l'avez évoqué, dont la langue officielle est l'anglais. Donc, c'est tout à fait naturel que le président libérien puisse parler anglais. Bon. Maintenant, Trump, il a précisé, en fait, la qualité de son anglais. Oui. C'est surtout ça. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut provenir d'un pays qui parle anglais. Mais il n'est pas toujours nécessaire que vous puissiez bien parler la langue. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut arriver que, je prends un exemple, vous allez prendre le président Senghor, qui était sénégalais, qui parlait français. Si vous le prenez, que vous le comparez avec le français, par exemple, que parle le président nigérien actuellement, les deux parlent français. Mais le président du Niger, vous voulez dire? Du Niger. Oui. Les deux parlent français. Oui. Mais peut-être qu'au niveau de la qualité, on pourrait tenter de dire que Senghor parle un français un peu plus élaboré. Mais personne ne demandera à Donald Trump comment se fait qu'il parle si bien anglais. Non, mais en fait... Ni au Premier ministre britannique. Oui, mais en fait, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'immédiatement, on peut penser que c'est condescendant. Oui. Immédiatement. Mais il peut arriver, puisque Trump a aussi précisé que par rapport à l'anglais que d'autres Américains parlent, l'anglais du président libérien était plus raffiné. Vous prenez ça pour un compliment. C'est un compliment. C'est un compliment. Oui. Bon. En tout cas, c'est relevé pas beaucoup comme n'étant pas un compliment. Il peut le penser, il peut le dire dans le cercle restreint et en off, mais dit comme dans le public. Où avez-vous appris l'anglais? Ça fait un peu bizarre. Mais avançons. Patrick Mboyo, pourquoi ces 5 États? Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé le choix de ces 5 États? J'ai cherché à comprendre un peu, à part le fait qu'ils sont des chefs d'État de pays côtiers, qu'ils ont tous une façade maritime. On ne sait pas sur quelle base le président a pu sélectionner ces 5 chefs d'État africains. La base peut interroger, d'autant plus que la sélection s'est faite de manière assez éparse. Les pays, parmi les 5 pays, il y en a 3 qui sont francophones, si on intègre la Mauritanie bien entendu, et 2 qui sont anglophones. À part le fait, bien entendu, comme vous l'avez souligné, que les 3 pays sont des pays côtiers... Les 5 sont des pays côtiers de l'Atlantique Nord, situés dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire au-dessus de l'équateur. Je ne vois pas vraiment sur le plan géographique ni sur le plan économique ce qui peut expliquer cela. Oui. Mais sur le plan géostratégique, il y a des explications qui peuvent quand même arriver derrière. Je constate que les 5 États sont dirigés par des présidents qui sont arrivés au pouvoir qui exercent aujourd'hui le pouvoir de façon démocratique et dont la première élection n'a souffert pas vraiment de contestations réelles. À part Brice Clotaire Oligui qui est arrivé par un coup d'État, mais je précise bien l'exercice du pouvoir actuel. Son exercice du pouvoir actuel. Un peu diplomatique, mais c'est très flatteur pour Mbalo Sissoko. Oui. Ce que vous dites. Oui, Mbalo Sissoko est arrivé dans des conditions assez troubles, je dirais, mais son exercice actuel, je précise bien, du pouvoir,
s'est fait plutôt de façon démocratique, à part son autoritarisme, par la dissolution de certaines institutions démocratiquement, de certaines institutions constitutionnellement établies dans le pays, mais cela ne lui a pas été reproché par la son mandat est arrivé à terme. Hein. Exactement. S'il y aura élection ou pas, mais je pense que la justice de son pays, sur la justice constitutionnelle de son pays, ne lui a pas reproché cela jusqu'à présent. Je trouve que, à part ces éléments, il y a aussi un autre aspect que je pourrais mettre en avant, c'est le fait que ces 5 pays n'ont pas vraiment de position, d'alignement clair et précis sur le plan géopolitique vis-à-vis de l'Occident. Ce sont des pays qui essayent un petit peu de se démarquer, qui essayent un petit peu de multiplier leurs partenariats. Ouais. C'est pour cela que je parlais premièrement des éléments qui amènent à l'accession au pouvoir. Vous savez, quand on arrive au pouvoir de façon contestée, en Afrique, les chefs d'État ont tendance à rechercher la légitimité à l'extérieur. Oui. Souvent en Occident, en multipliant les partenariats avec l'Occident, dans l'espoir que l'Occident va les protéger si jamais il y a des émeutes sur le plan interne. Oui. C'est ce qui arrive de manière chronique avec le régime togolais. Hein. On sait que c'est un régime qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans, qui exerce un pouvoir de façon brutale et sanguinaire et qui à chaque fois recourt à l'Occident et maintenant à Israël pour se maintenir. Voilà, je prends juste cet exemple et je referme la parenthèse. Donc je pense que cette indépendance d'esprit, cette liberté, cette marge de manœuvre que ces pouvoirs ont, ou ces régimes ont, de manière plus ou moins relative, je précise bien, fait en sorte qu'ils sont un petit peu pas faciles à contrôler, et qu'ils ont une certaine liberté de multiplier les partenaires, notamment la Chine, notamment la Russie et les partenaires de la multipolarité, ce qu'on appelle le Sud global, et que cela pourrait être un élément dangereux pour les États-Unis qui cherchent à s'affirmer, surtout à protéger la zone atlantique en cherchant, en excluant au maximum la présence de la Chine et en limitant au maximum la présence militaire de la Russie. Voilà comment je pourrais expliquer cela. Gaspard Lonsi Coco, vous. Alors, c'est très difficile de raisonner par rapport au président américain. Hein. C'est très difficile de trouver de la logique dans ce qu'il fait. Vous avez essayé, vous en avez trouvé? Je pense que la logique américaine est claire. Hein. C'est une diplomatie commerciale. Oui. Et déjà, sur les 5 pays, à part le Gabon, tous les autres travaillent déjà avec les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il vient d'être dit tout à l'heure que la présence de la Chine est très présente économiquement dans tous ces 5 pays. Or, en ce moment, on est en train de vivre une guerre commerciale en vue de l'hégémonie mondiale entre les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et derrière la Russie. Donc le combat n'est tout simplement économique, et aussi l'aspect côtier fera que demain les Américains évacueront directement les produits africains par l'océan Atlantique vers les États-Unis, et on a vu plus tard le couloir déjà des Lobito, hein, les corridors des Lobito. Donc c'est plus l'aspect économique, oui. Mais ce qu'il faut dans tout ça, moi mon inquiétude, on viendra par là, oui. C'est que il ne faut pas que les pays africains bradent leur souveraineté économique comme on a bradé notre souveraineté politique. On a vu les conséquences. Tout le problème réside là. Notre souveraineté, vous parlez de quel pays? Non, je parle de tous les pays africains. Il ne faut pas que nous bradions la souveraineté économique. Oui. Si déjà politiquement nous n'existons pas et que nous bradions ce qui peut faire du continent africain, c'est intéressant, quelque chose d'avenir. Oui. Si nous bradions ce qui nous reste, c'est parce que tout le monde, normalement, en principe, le 21e siècle est africain. Et il n'y a que les Africains eux-mêmes qui l'ignorent. Et ce 21e siècle sera africain par rapport à nos richesses, par rapport aux minerais stratégiques, qu'il faut que les puissances de demain veulent mettre la main dessus pour rester de plus en plus puissants et nous de plus en plus faibles. Donc, c'est qui est en train de se jouer. Les Occidentaux, les Chinois veulent maintenir le statu quo ante, et c'est à nous d'éviter tout ça. C'est à nous d'éviter et tout ça. Brice, peut-on résister à Donald Trump, au rouleau compresseur américain? Alors, je pense que le président Donald Trump, lors de son premier mandat, avait plutôt une vision très, très négative de l'Afrique. Vous pensez que ça a changé? Vous vous rappelez, oui, bien sûr. Il avait traité les pays africains des pays de merde. Peut-être n'a toujours pas changé d'avis. Hein. Peut-être c'est en sous-texte, mais ce qui est certain, c'est que moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que l'Afrique, malheureusement, n'est pas sortie de la conception
que l'Occident a de l'Afrique, notamment un réservoir de matières premières. Voilà, ça, il ne faut pas oublier que déjà, avec la colonisation, le premier objectif des pays coloniaux, c'était de pouvoir utiliser les terres africaines comme étant des réservoirs de matières premières. Et donc là, avec ce qu'est en train de faire le président Donald Trump, c'est qu'il faut garder en vue, comme ça a été dit, que la Chine détient une grande partie des terres rares. Et donc aujourd'hui, la lutte stratégique, vraiment stratégique sur le plan économique, c'est la maîtrise et le contrôle des terres rares. Et donc les terres rares, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qu'on considère, puisqu'on peut s'étonner que les pays qui ont été conviés par le président Trump, ce ne sont pas des pays africains qui sont les plus puissants économiquement et qui ne sont pas non plus les plus puissants militairement. Voilà, mais ce sont des pays qui ont un potentiel important en matière de minerais et de terres rares. Et donc, il était important pour le président Donald Trump, qui, même avec son rapprochement avec la Russie, vise aussi derrière toujours les terres rares, hein, même avec l'Ukraine, vous avez vu. Donc, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir amadouer ces États africains et puis espérer, vous avez un pays comme le Gabon qui a un grand potentiel de terres rares. Voilà. Donc, de bois, et de bois aussi. Et de bois, voilà. Donc il faut voir, et c'est pareil pour la Guinée-Bissau, qui, à la vérité, ses exportations, 90%, c'était la noix de cajou, et en direction de l'Inde, hein, et pas des États-Unis. Donc, à la vérité, à première vue, on ne peut pas comprendre ces invitations. Mais il faut voir plus loin, parce que les États-Unis sont en guerre ouverte avec la Chine pour le contrôle économique, donc le contrôle des terres rares. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.